Bonjour chers étudiants, donc aujourd'hui on va attaquer le chapitre sur la physiologie du cervelet et des voies cérébelleuses. Voici le plan qu'on va adopter. Après donc une introduction et un rappel anatomique, nous allons voir quelles sont les subdivisions fonctionnelles du cervelet. Puis on passera à la systématisation du cervelet, c'est-à-dire les relations que va avoir chaque subdivision du cervelet avec le reste de l'encéphale. Et enfin, on terminera ce chapitre en parlant de quelques applications en pathologie et dans ce paragraphe, on verra un peu ce que vous avez vu en sémiologie neurologique, donc les principaux signes et symptômes en cas d'atteinte cérébelleuse, quel est le mécanisme physiopathologique impliqué. En guise d'introduction, le cervelet est un centre nerveux régulateur de la fonction motrice. En fait, il n'est pas impliqué uniquement dans les processus moteurs, mais il intervient aussi dans d'autres fonctions du système nerveux central. On en verra d'autres aspects au fur et à mesure que l'on avancera dans le cours. Il reçoit des informations de tous les segments du névrax, des informations notamment provenant du cerveau, du tronc cérébral avec ses trois étages et de la moelle épinière. Le cervelet va traiter ces informations pour donner au programme moteur du mouvement une organisation chronologique et somatotopique. Et dans ce chapitre, moi, je vais axer sur la fonction principale ou l'implication principale du cervelet la fonction motrice parce que je vous ai dit au tout début de mon cours de physiologie nerveuse que mon cours a été en fait les chapitres ont été choisis de façon à nous amener à comprendre les mécanismes physiologiques de la motricité volontaire. Euh, donc, euh, alors, donc le cervelet va traiter les informations qui lui parviennent de tout le reste du névrax et il va donner au programme moteur une organisation chronologique et somatotopique. On verra ça plus en détail la partie, la prochaine partie de ce chapitre. Il assure ainsi la régulation des activités musculaires volontaires globales, les activités musculaires toniques de la posture et enfin les activités musculaires toniques du maintien nécessaires au maintien de l'équilibre. Donc je vous donne un exemple pour vous rapprocher un peu plus de ce sujet avant de rentrer dans les détails. Quand je veux par exemple attraper un objet qui est par terre, je suis par exemple dans une position debout et je veux attraper un objet qui est tombé par terre. Donc, pour le faire, je vais devoir changer de posture. Au lieu de rester debout, je vais devoir changer ma posture et m'accroupir pour m'approcher ou me rapprocher de l'objet à saisir. Et je dois, ma main est tendue vers l'objet et puis donc je vais attraper l'objet que je veux attraper. Et tout ceci se fait avec un parfait maintien de l'équilibre. Alors quel est l'organe responsable de tout ça? C'est le cervelet. Donc, c'est le cervelet qui va me permettre de régler l'activité musculaire volontaire globale de l'ensemble de mes muscles me permettant d'attraper l'objet avec précision. Ma main ne va pas partir à côté, elle va partir directement sur l'objet à attraper. Il va me régler l'activité musculaire des muscles toniques, des muscles qui interviennent dans le maintien de la posture, donc le tonus, autrement dit le maintien ou la régulation du tonus de posture. C'est grâce au cervelet que je change de posture, je passe de la posture debout à la position accroupie pour me rapprocher de l'objet. Et enfin, grâce au cervelet, il y a un maintien de l'équilibre. Quand je change de posture, mon corps ne bascule pas, il ne perd pas son équilibre, il garde
parfaitement son équilibre. Et donc le cervelet joue un rôle très très important dans tous ces aspects, dans ces trois aspects. Et à chaque fois, on va avoir ces trois aspects qui vont ressurgir. Donc avant de commencer ce chapitre, quelques rappels anatomiques s'imposent. Et là, je vous renvoie toujours, comme je le fais à chaque fois, et je ne cesserai pas de le répéter, je vous renvoie à votre cours de neuroanatomie du premier semestre. Donc sur la première image, vous avez donc la projection du cervelet dans la boîte crânienne. Donc sur cette photo montrant le crâne en entier. Sur la deuxième photo, vous avez donc une vue du cervelet, une vue supérieure du cervelet, avec en avant donc la partie antérieure, en arrière la partie postérieure du cervelet. Et vous avez donc le cervelet qui comporte trois parties, le vermis au centre et de part et d'autre, nous avons deux grandes masses qu'on appelle les hémisphères cérébelleux. Et les deux hémisphères ainsi que le vermis sont divisés en plusieurs lobes et lobules comme vous l'avez vu en cours de neuroanatomie. Et puis sur la dernière photo ou la dernière image, vous avez une vue interne, donc de la face interne pardon, du cervelet, la face par laquelle, ou la face antérieure du cervelet, face par laquelle le cervelet est attaché aux trois étages du tronc cérébral. Donc vous avez les pédoncules cérébelleux, le plus gros qui est le pédoncule cérébelleux moyen, puis en haut vous avez le pédoncule cérébelleux supérieur et en bas vous avez le pédoncule cérébelleux inférieur, par lesquels donc le cervelet est lié respectivement à la protubérance, donc par le pédoncule cérébelleux moyen, au mésencéphale par le pédoncule cérébelleux supérieur et au bulbe rachidien par le pédoncule cérébelleux inférieur. Et puis, vous avez le quatrième ventricule qui est représenté par le sommet du quatrième ventricule, donc la partie supérieure du quatrième ventricule. Et vous avez donc ce qu'on voit au niveau de cette face antérieure. On a deux structures qui sont descendantes vers le bas, qu'on appelle donc les amygdales cérébelleuses, qui sont reliées par ou reliées avec le flocculus et au centre de ces trois structures, donc entre les deux amygdales cérébelleuses, on a le nodulus. Et tout ceci réalise ce qu'on appelle donc le lobe flocculonodulaire. Et puis vous avez donc les hémisphères cérébelleux qui sont deux grandes masses latérales donc situées de part et d'autre de la ligne médiane. Alors, sur cette diapositive, vous voyez en haut l'encéphale coupé selon le plan sagittal qui montre donc le cervelet avec la substance noire, la substance grise pardon, qui est tout à fait en périphérie et la substance blanche à l'intérieur. Et puis, et qui est séparé du tronc cérébral par le quatrième ventricule. Et puis sur l'image d'en bas, vous avez donc une vue postérieure des hémisphères cérébraux ou de l'encéphale en général, où on voit la partie ou la face supérieure des hémisphères cérébraux. Donc ici sur cette diapositive, vous avez schématiquement les faces du cervelet. Donc on distingue trois faces, une face ventrale ou antérieure par laquelle le cervelet est inséré ou attaché au tronc cérébral, et une face supérieure et une face inférieure. Donc il a globalement une surface un peu courbée, au niveau de la face extérieure. Donc selon cette courbure, on a donc une face supérieure et une face inférieure.
Toujours dans les rappels, donc on va voir maintenant la configuration intérieure du cervelet. Donc sur une coupe transversale du cervelet, on a donc les deux substances qui constituent n'importe quel tissu nerveux. Donc nous avons la substance grise et la substance blanche et une cavité. Donc la substance grise a une localisation périphérique comme pour le cerveau, donc réalisant ce qu'on appelle le cortex cérébelleux ou l'écorce cérébelleuse. Et la substance blanche, elle est plutôt interne par rapport au cortex. Et en fait, comme pour le cerveau, donc la substance grise euh, comporte ou forme de petits amas, de petits noyaux qui sont localisés en profondeur à l'intérieur de cette substance blanche, qui sont donc les noyaux gris cérébelleux. Alors, quels sont ces noyaux gris cérébelleux? Donc, en partant de la ligne médiane vers la périphérie, vers l'extérieur, donc nous avons les deux petits noyaux, un de chaque côté de la ligne médiane, donc c'est le noyau du toit ou noyau fastigial. Plus en dehors, nous avons le noyau globulus et plus en dehors, le noyau embolus. Et enfin, tout au fond des hémisphères cérébelleux, nous avons un gros noyau gris qu'on appelle le noyau dentelé ou noyau denté. C'est la même chose. Et puis, donc, comme cavité ventriculaire, nous avons donc la partie supérieure du quatrième ventricule, au sommet du quatrième ventricule. Alors, comment s'organisent maintenant les cellules du cervelet? Alors, en fait, le cortex cérébelleux est formé par des cellules de grande taille en forme de poire, donc des cellules piriformes qu'on appelle les cellules de Purkinje. Donc, ça s'écrit Purkinje, mais ça se lit Purkinje, les cellules de Purkinje. Et ces cellules de Purkinje sont en communication ou en relation synaptique avec les fibres nerveuses ou les cellules nerveuses afférentes au cervelet et avec des cellules d'association. Et l'ensemble formé par les cellules de Purkinje plus les cellules des noyaux profonds représente l'unité fonctionnelle de base du cervelet. On va voir à chaque fois ce modèle d'organisation, cellules de Purkinje, cellules des noyaux profonds, comme base de fonctionnement lorsqu'on attaquera la systématisation du cervelet. Donc, au niveau de cette diapositive, vous avez la représentation schématique d'une configuration intérieure du cervelet, en particulier du cortex cérébelleux, qui est formé de 3 couches. Alors, de la superficie à la profondeur, nous avons la couche la plus superficielle, donc la couche moléculaire, représentée par la lettre M. C'est une couche acellulaire, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas de corps cellulaire. Elle comporte uniquement les prolongements dendritiques des cellules de Purkinje et les axones des cellules granulaires. On va y revenir un peu plus tard. Et puis, la deuxième couche, donc, c'est la couche intermédiaire qui est formée par les cellules de Purkinje, dont les dendrites qui ont une disposition apicale. Alors, les cellules de Purkinje ont une forme piriforme, sous la forme d'une poire, avec donc les dendrites qui ont une disposition apicale et qui vont venir s'arboriser au niveau de la couche superficielle. Et leur axone va descendre pour se terminer au niveau des noyaux profonds en faisant synapse, synapse, et ce sont des synapses GABAergiques inhibitrices sur donc, les neurones constituant les noyaux profonds. Donc les cellules de Purkinje inhibent les neurones des noyaux profonds. Et enfin, tout à fait en profondeur, nous avons donc la couche granulaire, ou la couche des cellules granulaires, qui sont des cellules excitatrices et qui vont voir leur axone remonter jusqu'au niveau de la couche superficielle. Puis à ce niveau, ces axones vont se diviser en T et vont s'étaler ou s'allonger longitudinalement de façon parallèle au cortex cérébelleux.
et de ce fait, chaque axone, donc grâce à cette disposition, va contracter des synapses avec des centaines, environ 200 cellules de Purkinje. Et donc, ce sont les synapses à ce niveau entre les terminaisons des axones des cellules granulaires et les cellules de Purkinje sont des synapses excitatrices. Nous passons maintenant à la substance blanche du cervelet. Donc, elle est formée par les axones des neurones contenus dans le névrax ou bien dans le cervelet. Alors, justement, il y a des fibres nerveuses où il y a des axones qui proviennent de cellules, des cellules de Purkinje. Et donc, ce sont des cellules, des axones efférents qui vont quitter le cervelet. Mais en fait, elles proviennent des cellules de Purkinje qui, dont le corps cellulaire se situe au niveau du cortex cérébelleux et les axones de ces cellules de Purkinje vont se rendre aux cellules des noyaux profonds. Donc c'est selon le modèle qu'on a décrit dans la diapositive précédente. Donc le couple cellules de Purkinje, cellules des noyaux profonds. Donc chaque cellule de Purkinje va voir son axone se diriger vers les cellules des noyaux profonds correspondants en fonction de la subdivision du cervelet en question, concerné. Et de là, les cellules des noyaux profonds vont voir leurs axones quitter le cervelet pour se distribuer à l'ensemble du névrax, à différentes parties du névrax. Parmi les fibres constituant la substance blanche du cervelet, il y a aussi des axones qui sont afférents dont le corps cellulaire se trouve dans d'autres parties, dans différentes parties du névrax et qui vont arriver au niveau du cervelet pour assurer donc la liaison ou la communication ou apporter l'information provenant donc d'autres structures au cervelet pour programmer le geste moteur ou l'acte moteur prévu. Et donc, le cervelet communique avec l'ensemble du névrax, je le rappelle encore une fois, et il va recevoir des informations provenant de l'ensemble du névrax, et tous ces axones qui sont afférents au cervelet vont se terminer en faisant synapse directement avec les cellules de Purkinje contenues dans le cortex cérébelleux. Alors, les noyaux gris centraux, j'en ai déjà parlé précédemment. Donc, ils sont au nombre de 4 dans chaque hémisphère cérébelleux, de part et d'autre donc de la ligne médiane. Alors, en partant justement de cette ligne médiane jusqu'en dehors, on a d'abord le noyau du toit ou noyau fastigial. Juste à côté et en dehors, on a le globulus puis l'embolus. Et enfin, tout à fait en plein milieu des hémisphères cérébelleux, nous avons deux gros noyaux, donc les noyaux dentelés ou dentés tout simplement, ou dentiformes, pour d'autres appellations que vous trouverez sur les manuels de physiologie et d'anatomie. Donc le noyau dentelé le noyau dentelé qui est situé au milieu de chaque hémisphère cérébelleux. Chaque hémisphère, bien sûr, dispose d'un seul noyau dentelé, d'un seul noyau fastigial, d'un seul noyau emboliforme et d'un seul noyau globulus. Donc sur cette diapositive, je reviens à cette organisation basique et basale du fonctionnement du cervelet, des différentes subdivisions du cervelet. On va le retrouver plus tard lorsqu'on parlera de la physiologie des différentes subdivisions du cervelet. Alors, toutes ces subdivisions empruntent ou fonctionnent selon ce même modèle, c'est-à-dire que les influx nerveux qui arrivent au cervelet, c'est-à-dire les afférences au cervelet, elles vont arriver et se terminer donc sur les cellules de Purkinje qui constituent le cortex cérébelleux, donc au niveau de la couche intermédiaire du cortex cérébelleux, en contractant des synapses excitatrices. Alors ces afférences
vont parvenir au cortex cérébelleux, aux cellules de Purkinje plus exactement, soit par les fibres moussues, soit par les fibres grimpantes. Donc ces afférences vont arriver au cervelet par le biais des pédoncules cérébelleux inférieurs, moyens et parfois aussi le pédoncule cérébelleux supérieur. Alors, les efférences du cervelet sont représentées par les axones des neurones des noyaux profonds qui sont eux-mêmes sous l'influence des cellules de Purkinje. Alors les cellules de Purkinje vont voir leur axone, comme je le disais tout à l'heure, se diriger vers les neurones des noyaux profonds. Et donc il y a une synapse au niveau de ces neurones des noyaux profonds. Les cellules de Purkinje exercent provoquent des influx inhibiteurs sur ces neurones. Et puis les efférences donc, du cervelet sont représentées par les axones des neurones des noyaux profonds qui vont quitter le cervelet pour se diriger par le biais du pédoncule cérébelleux supérieur vers différentes destinations, soit vers la moelle épinière, soit donc de façon ascendante vers les hémisphères cérébraux. On va revenir de façon détaillée sur ça en fonction des différentes subdivisions du cervelet. Alors, on arrive maintenant à la subdivision fonctionnelle du cervelet. Donc, au cours de l'évolution, on distingue l'apparition successive des trois différentes parties du cervelet. La plus ancienne et la plus retrouvée donc, chez toutes les espèces animales, c'est l'archéocérébellum ou archéocervelet tout simplement. Il est formé par le nodulus accompagné des deux parties latérales appelées le flocculus. L'archéocervelet correspond au lobe floculonodulaire et ce lobe floculonodulaire est étroitement lié ou fonctionnellement lié aux voies nerveuses de l'équilibration et donc aux voies vestibulaires. La deuxième partie est le paléocérébellum ou bien paléocervelet qui est représenté par la partie axiale du cervelet qu'on appelle le vermis. Et ce paléocervelet est responsable ou bien il est en étroite connexion avec la moelle épinière et le tronc cérébral par par des voies afférentes qu'il véhicule. On va les voir dans le chapitre suivant. Et puis, ce paléocervelet participe aux régulations des activités musculaires de la posture. C'est la partie responsable du contrôle du tonus statique et dynamique. C'est lui qui définit les postures dans lesquelles on va se tenir pour exécuter un acte moteur donné. Et enfin, la partie la plus récente à apparaître, c'est le néocervelet ou néocérébellum, qui est spécialement volumineux, en particulier qui est retrouvé chez les mammifères et qui est spécialement volumineux, en particulier chez l'être humain, chez l'homme. Il est constitué par les hémisphères cérébelleux et sur le plan fonctionnel, cette partie du cervelet est responsable de la régulation des activités musculaires du mouvement volontaire global, c'est-à-dire que on va voir plus tard que c'est cette partie qui va être responsable de l'organisation temporelle et chronologique du mouvement. Donc voilà la représentation des différentes subdivisions du cervelet sur cette diapositive. En vert, vous avez l'archéocérébellum ou encore vestibulocérébellum vu ses connexions avec les noyaux vestibulaires. Et l'archéocérébellum est étroitement lié vu ses connexions aux fonctions d'équilibration. En rose, vous avez donc le spinocérébellum ou encore le paléocérébellum. C'est la partie du cervelet qui est formée par le vermis et qui va être responsable de la régulation du tonus postural, statique et dynamique. Et enfin en bleu, vous avez le néocérébellum ou néocervelet qui est en étroite connexion avec le cerveau et qui va être responsable de la planification et de la programmation spatiale et temporelle du mouvement.
Alors, on arrive à cette partie du chapitre, donc à la systématisation et aux fonctions du cervelet. On va voir donc chaque partie du cervelet. Et on commence avec l'archéocervelet. Donc, on va suivre cet enchaînement, archéocervelet, paléocervelet, puis néocervelet. En fait, la systématisation est de plus en plus compliquée entre ces trois parties. Et donc, on commence par le plus facile qui est l'archéocervelet ou vestibulocervelet. Donc, on commence avec l'information afférente ou les influx afférents qui parviennent au cortex du vestibulocervelet ou archéocervelet, pardon. Alors, l'information qui lui arrive, l'information afférente, provient, elle est représentée par les informations sensorielles provenant de l'appareil vestibulaire au niveau de l'oreille externe. Et là, je vous renvoie au cours sur les récepteurs sensitifs et sensoriels, là où on a étudié donc les récepteurs vestibulaires avec les récepteurs utriculaires et donc les trucules et les saccules. Et donc, voilà, donc l'information qui est recueillie à ce niveau, qui est perçue à ce niveau, au niveau de l'oreille interne, va être véhiculée par le nerf vestibulaire, donc la huitième paire de nerfs crâniens dans le contingent vestibulaire, et va arriver au niveau, va se terminer donc au niveau des noyaux vestibulaires qui sont situés au niveau des angles latéraux du quatrième ventricule. Et de là, donc là, bien sûr, le nerf vestibulaire va se terminer en contractant des synapses avec les neurones constituant ces noyaux vestibulaires. Et de là, les neurones de ces noyaux vestibulaires vont pénétrer dans le cervelet, dans l'archéocervelet, et vont se terminer en contractant des synapses avec les cellules de Purkinje au niveau du cortex du lobe flocculonodulaire. Alors, ceci se fait par le pédoncule cérébelleux inférieur. Donc, de là, les cellules de Purkinje vont donc se terminer, ou leurs axones vont se diriger vers le noyau du toit et vont faire synapse donc avec les neurones du noyau du toit. Et de là, donc, on va avoir les neurones ou les axones des neurones du noyau du toit qui vont quitter donc le cervelet. Donc, ça représente les efférences du cervelet, de l'archéocervelet, et vont se diriger à nouveau vers les noyaux vestibulaires. Et de là, donc, on va avoir un faisceau qui va avoir un trajet descendant dans la moelle épinière. C'est le faisceau vestibulospinal avec ces deux contingents, le contingent direct et le contingent croisé, et qui vont donc descendre le long de la moelle épinière et se terminer à chaque segment de la moelle épinière en faisant synapse avec le neurone moteur alpha, et il va donc participer aux voies, former ou faire partie des voies extrapyramidales modulant l'activité de ces motoneurones alpha, et participer ou faire partie donc de la voie motrice finale commune dont je vous ai parlé tout à fait au début de mon cours de physiologie nerveuse. Et donc là aussi, encore une fois, je vous renvoie à votre cours d'anatomie pour revoir cette coupe transversale de la moelle épinière qui montre cette voie motrice finale, cette voie motrice finale de la motricité volontaire. Donc là, on retrouve la systématisation comme on l'a vu sous forme de schéma. Donc, on commence à partir de l'oreille interne avec le vestibule au niveau de l'oreille interne, et les informations vestibulaires qui sont collectées, qui sont acheminées par le nerf vestibulaire, qui est un contingent du nerf cochléo-vestibulaire, c'est-à-dire de la huitième paire de nerfs crâniens, et qui va donc acheminer les influx vestibulaires vers les noyaux vestibulaires. Et donc, on va avoir une première synapse à ce niveau, donc au niveau des noyaux vestibulaires qui sont situés au niveau des angles des latéraux du quatrième ventricule. Alors, de là, les neurones constituant ces noyaux vestibulaires vont pénétrer dans le cervelet par le pédoncule cérébelleux inférieur et vont se terminer en faisant synapse avec les neurones des cellules de Purkinje au niveau du cortex cérébelleux. Et de là, les axones de ces cellules de Purkinje vont se terminer sur les noyaux du toit, au noyau fastigial,
faisant synapse avec les cellules qui les constituent. Et de là, les axones de ces neurones des noyaux du toit vont quitter le cervelet, constituant donc les efférences du cervelet et vont se diriger à nouveau vers les noyaux vestibulaires pour faire synapse, donc se terminer en faisant synapse avec les neurones constituant les noyaux vestibulaires. Et de là, on va avoir un faisceau descendant qui va descendre donc le long de la moelle épinière. C'est le faisceau vestibulo-spinal. Donc, je vous ai dit en anatomie, ou c'est quelque chose que vous connaissez déjà depuis votre cours de neuroanatomie. En neuroanatomie, donc les faisceaux sont appelés par leur siège de naissance et leur siège de terminaison. Donc, par exemple, ici, pour le faisceau vestibulo-spinal, c'est un faisceau qui va naître au niveau des noyaux vestibulaires et qui va se terminer au niveau de la moelle. Donc, c'est le faisceau vestibulo-spinal avec ses deux contingents directs et croisés. Donc, l'archéocérébré a pour fonction de moduler les activités musculaires impliquées dans le maintien de l'équilibre et donc par action sur les muscles axiaux. Et c'est donc une partie où il appartient donc à la voie extrapyramidale archéomotrice. Alors, nous arrivons maintenant à la systématisation du paléocérébellum ou spinocérébellum, c'est la même chose. Donc, dans certains manuels, vous allez trouver ces appellations ou les appellations de ces subdivisions en fonction de leur connexion. Donc, par exemple, pour l'archéocérébellum, vu qu'il est connecté aux voies vestibulaires, donc on l'appelle aussi vestibulocérébellum. Là, le paléocérébellum est connecté à la moelle épinière et donc on l'appelle spinocérébellum. Donc le paléocervelé, lui, va avoir ses connexions, ses afférences provenir de la moelle épinière par le biais de deux faisceaux, les faisceaux spinocérébelleux directs et croisés. Donc pour le faisceau spinocérébelleux direct, c'est celui qui va véhiculer les informations proprioceptives inconscientes provenant des membres inférieurs et du tronc. Et pour le faisceau spinocérébelleux croisé, il va véhiculer des informations proprioceptives inconscientes provenant des membres supérieurs. Donc ces influx proprioceptifs vont donc être acheminés par ces faisceaux par le biais de la moelle épinière et vont arriver au niveau du cortex cérébelleux par le pédoncule cérébelleux inférieur et le pédoncule cérébelleux supérieur et vont se terminer donc sur le cortex cérébelleux vernien. On retrouve donc ce même schéma de base dont je vous ai parlé à la première partie de ce chapitre, donc avec les informations afférentes ou les influx afférents qui se terminent sur le cortex cérébelleux de la subdivision considérée, et plus exactement sur les cellules de Purkinje de ce cortex cérébelleux. Et puis de là, les axones des cellules de Purkinje vont se terminer en faisant synapse avec les cellules formant le globulus et l'embolus. Donc ce sont les noyaux gris de cette partie ou bien de cette subdivision du cervelet. Et de là, donc les axones de ces cellules du globulus et de l'embolus vont quitter donc le cervelet. Là aussi, donc ça représente les efférences du cervelet et vont se terminer en faisant synapse avec les cellules ou les neurones formant le noyau rouge. Le noyau rouge, par la même occasion qui reçoit donc la terminaison des neurones des noyaux gris centraux ou cérébraux, qui vont donc eux aussi se terminer sur le noyau rouge. Et après, le noyau rouge va donc rassembler tous ces influx et on va avoir une voie qui va commencer à partir du noyau rouge et qui va descendre dans la moelle épinière, formant donc le faisceau rubro-spinal. Donc là aussi, on retrouve l'appellation rubro pour rouge et spinal pour la moelle épinière, qu'il se termine au niveau de la moelle épinière. Et donc ce faisceau rubro-spinal va descendre le long de la moelle épinière et va se terminer au niveau de chaque segment de la moelle épinière en faisant synapse au niveau du motoneurone alpha donc pour moduler son activité.
Donc sur ce schéma, on a la représentation de ce qu'on vient de dire, donc de cette systématisation du paléocervelé. Et donc, les afférences au paléocervelé proviennent des faisceaux de Fleschig et Goers, donc ces fameux faisceaux spinocérebelleux directs et croisés. Le direct pour les informations proprioceptives inconscientes provenant des membres inférieurs et du tronc, et le croisé pour les informations ou les influx proprioceptifs inconscients provenant des membres supérieurs. Donc le premier va pénétrer dans le cervelet par le pédoncule cérébelleux inférieur et le second va pénétrer dans le cervelet par le pédoncule cérébelleux supérieur. Et ces deux faisceaux vont donc se terminer sur le cortex du paléocervelé, c'est-à-dire au niveau de la couche intermédiaire constituée par les cellules de Purkinje. Et de là, donc, on a les axones des cellules de Purkinje qui vont se terminer sur les noyaux gris profonds du paléocervelé qui sont représentés par le globulus et l'embolus. Et de là, les cellules ou les axones des cellules constituant ces noyaux gris, c'est-à-dire l'embolus et le globulus, vont quitter le cervelet, représentant donc les efférences du cervelet, pour se diriger vers le noyau rouge. Et de là, donc, on a les faisceaux rubrospinal, c'est ce qui est représenté ici en mauve, qui ont un trajet descendant le long de la moelle épinière là aussi, et qui vont donc moduler l'activité des motoneurones alpha au niveau des différents segments de la moelle épinière, participant ainsi à la voie, motrice finale commune. Donc avant de voir la fonction du paléocervelé, on distingue en fait au niveau des voies formant ou commandant la motricité volontaire, on distingue donc une voie motrice automatique dans le système initiateur et le paléoencéphale, c'est-à-dire les noyaux gris centraux du cerveau, qu'on va voir dans un chapitre à part plus tard, et un système de régulation d'origine cérébelleuse qui est représenté donc par le paléocervelé. En gros, lorsqu'un acte moteur est décidé, lorsqu'il y a une intention de mouvement, cette intention de mouvement est soumise aux noyaux gris centraux du cerveau, et ces noyaux gris centraux cérébraux vont établir un premier programme qui va comporter donc les séquences, les séquences nécessaires à réaliser l'acte moteur en vue. Et puis ce programme moteur va être soumis par la suite à une régulation fine par le cervelet, c'est plus exactement donc par le paléocervelet, et donc c'est ce système-là de régulation cérébelleuse dont on parle. Donc le paléocervelet a pour fonction la modulation du tonus musculaire nécessaire à l'exécution normale du mouvement, et donc le paléocervelet est de ce fait le support postural du mouvement. C'est lui qui détermine les postures dynamiques, mais aussi qui régule le tonus musculaire statique et participe ainsi à la voie extrapyramidale paléomotrice. Alors on arrive maintenant à la dernière partie ou subdivision du cervelet, c'est le néocérébellum ou néocervelet. Donc là aussi, on va parler des afférences et des efférences du néocervelet. Donc les afférences du néocervelet proviennent des aires motrices supplémentaires et des aires motrices associatives, à savoir l'aire 6 donc pour l'aire motrice supplémentaire. Les aires motrices associatives sont représentées par l'aire 5 et 7 qui appartiennent au cortex pariétal secondaire, les aires 21 et 22 qui appartiennent au cortex temporal secondaire. Ces aires associatives avec l'aire motrice supplémentaire vont donc former des faisceaux et vont donc émettre des influx vers des noyaux qui se trouvent au niveau de la protubérance, et par le biais de ces faisceaux cortico-pontiques. Par exemple, pour l'aire motrice supplémentaire, c'est le faisceau frontopontique. L'aire 5 et 7, c'est par le biais du faisceau pariétopontique. Et enfin, pour les aires 21 et 22 de Brodmann, donc par le biais du faisceau temporopontique.
Et de là, donc à partir de la protubérance, on va avoir donc des voies qui vont pénétrer dans le néocortex par les pédoncules cérébelleux moyens et vont se terminer donc au niveau du cortex néocérébelleux. Donc là aussi, au niveau de la couche intermédiaire, c'est-à-dire la couche contenant les cellules de Purkinje, et de là, les axones des cellules de Purkinje vont se terminer sur le noyau profond du néocervelé, et donc il s'agit du noyau dentelé ou denté. Et de là, donc les neurones ou les axones des neurones constituant les noyaux dentés vont quitter le cervelet, et là on va voir deux types de boucles qui vont donc assurer deux régulations particulières. On va en parler dans les diapositives suivantes. Donc, ce qui est commun à ces deux boucles de rétroaction, c'est les afférences, avec le cheminement des influx au niveau du néocervelé entre le cortex et les noyaux profonds. Et donc à la sortie, ces afférences vont décrire ces deux boucles de rétroaction qu'on va détailler dans la diapositive suivante. Alors, la première boucle que vont décrire ces fibres efférentes, c'est-à-dire les axones des cellules du noyau dentelé, lorsqu'ils quittent le cervelet, elles vont décrire ce qu'on appelle la boucle de régulation du mouvement volontaire global. Alors, c'est-à-dire que ces fibres, selon cette boucle, les fibres efférentes du néocervelé vont revenir au cerveau par le pédoncule cérébelleux supérieur, soit par un trajet récurrent direct, c'est-à-dire que directement elles vont se rendre au niveau du cerveau, on va voir au niveau de quelle structure, ou bien avant de revenir au cerveau, elles vont faire un relais au niveau du noyau rouge et contralatéral, et de là, du noyau rouge, elles vont se diriger par la suite vers le cerveau. Alors au niveau du cerveau, ces fibres efférentes vont faire relais au niveau des noyaux moteurs du thalamus, c'est-à-dire au niveau des noyaux latéraux-ventraux antérieurs et intermédiaires du thalamus, qui sont donc les noyaux impliqués dans les programmes moteurs, dans le circuit moteur. Et donc de là, elles vont se terminer sur ces noyaux moteurs du thalamus. Et de là, les neurones constituant ces noyaux moteurs du thalamus vont quitter donc le thalamus pour se diriger vers le cortex cérébral. Plus exactement, elles atteignent les petites cellules pyramidales de l'R4 de Brodmann, donc c'est-à-dire les petites cellules pyramidales constituant la frontale ascendante. Et les axones de ces petites cellules pyramidales vont descendre dans le névrax, à l'intérieur de la voie pyramidale, donc mêlées avec les fibres pyramidales, provenant des grandes cellules pyramidales de l'aire frontale ascendante, et vont donc cheminer le long de ce faisceau pyramidal et traversant ainsi la capsule interne. Donc après, ces petites fibres vont rejoindre les noyaux réticulaires inhibiteurs du bulbe. Rappelez-vous, on a parlé de ça lors du chapitre sur le tronc cérébral et la formation réticulée. On avait dit, pour rappel, que la formation réticulée possède deux parties, une partie pontique et mésencéphalique et une partie pontique et bulbaire. Et donc là, c'est les noyaux pontiques et bulbaires donc, qui vont être rejoints par les axones de ces petites cellules pyramidales de la frontale ascendante, et elles vont se terminer donc en faisant synapse avec ces noyaux réticulaires inhibiteurs du bulbe et constituant donc la voie cortico-réticulo-spinale. Donc à partir des noyaux réticulaires, on va avoir un faisceau qui va descendre le long de la moelle épinière, appartenant donc à la voie pyramidale à la voie extrapyramidale, qui va moduler l'activité des motoneurones alpha au niveau de chaque motoneurone alpha, et au niveau de chaque segment médulaire, et ceci va former donc la voie cortico-réticulo-spinale, puisque ce faisceau commence à partir du cortex, donc au niveau des petites cellules pyramidales de la frontale ascendante, réticulo, puisque il y a un relais au niveau des noyaux réticulaires du bulbe, et spinale, puisqu'elle se termine au niveau de la moelle épinière. Alors c'est pourquoi, si vous vous rappelez en sémiologie, en cas de paralysie par exemple, en cas d'hémiplégie ou de paraplégie
ou de, je ne sais pas, de n'importe quel déficit moteur d'origine centrale, on a le déficit moteur, donc la paralysie qui traduit une atteinte du motoneurone principal ou pyramidal, et les modifications du tonus dans le sens d'une spasticité. Et bien, la spasticité, elle est due tout simplement à l'interruption de cette voie cortico-réticulospinale qui normalement est une voie qui est inhibitrice sur le tonus musculaire. Et donc lorsque cette voie est interrompue, il y aura donc une levée d'inhibition sur le motoneurone alpha et donc on va avoir une exagération du tonus. Donc ceci explique la spasticité qui accompagne un déficit moteur d'origine centrale. Alors, on est toujours au niveau de la systématisation du néocervelet. Alors, juste pour rappel, on avait dit que les fibres qui quittent le néocervelet vont décrire deux boucles. On a parlé de la première boucle qui est la boucle de régulation du mouvement volontaire global. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième boucle qui est la boucle de régulation des activités musculaires cervico-faciales. Et ben, tout simplement parce que les actes moteurs, on ne les effectue pas uniquement avec les membres donc avec les membres supérieurs ou bien les membres inférieurs, on les effectue aussi avec l'extrémité faciale. Donc quand on souffle, quand on siffle, quand on parle, l'acte de parler c'est un acte moteur, l'acte de bouger les yeux c'est un acte moteur, l'acte de souffler, de siffler c'est un acte moteur, donc l'acte de tousser là aussi c'est un acte moteur, donc tout ça ce sont des actes moteurs et qui sont donc exécutés ou effectués par des muscles appartenant à l'extrémité cervico-faciale. Et là aussi, ce sont des actes moteurs volontaires et donc ils sont régis ou soumis à un contrôle, à une programmation par les noyaux grisontraux et une régulation par le cervelet. Et cette deuxième boucle, donc ces axones des cellules des noyaux dentés ou dentelés vont quitter donc le cervelet et vont descendre selon cette boucle de régulation des activités musculaires cervico-faciales. Elles vont donc se dérouler, cette boucle se déroule uniquement au niveau du tronc cérébral, elle reste juste locale et ces fibres vont gagner le noyau rouge contralatéral, puis l'olive bulbaire, puis le faisceau tegmental central ou faisceau central de la calotte, et elles vont former le faisceau olivo-cérébelleux qui va faire retour au néocérébellum, et ceci va dessiner un triangle qu'on appelle le triangle de Guillain-Mollary. Et c'est ce triangle qui va être touché chez des patients qui présentent des troubles de la parole notamment, tels que donc, ce qu'on appelle la dysarthrie donc, cérébelleuse qu'on rencontre chez les cérébelleux. Elle est due donc à l'altération de cette boucle de régulation des activités musculaires cervico-faciales, donc au triangle de Guillain-Mollary. Donc, au niveau de cette diapositive, vous avez la représentation schématique de la systématisation du néocervelet. Et donc, on commence avec d'abord les afférences au néocervelet qui proviennent des aires corticales, notamment l'aire motrice supplémentaire ou R6 de Brodmann, l'aire 5 et 7 de Brodmann, qui appartiennent au cortex pariétal, l'aire 21 et 22 de Brodmann, qui sont donc des parties du cortex qui font partie du cortex temporal. Alors, les neurones provenant du cortex de ces aires vont donc, selon un faisceau cortico-pontin, se diriger et se terminer au niveau de noyaux spécifiques au niveau de la protubérance ou pont. Et ces faisceaux sont donc respectivement le faisceau frontopontin, le faisceau pariétopontin et le faisceau temporopontin. Et donc, à partir de ces noyaux spécifiques du pont, les neurones vont donc pénétrer dans le néocervelet par le biais du pédoncule cérébelleux supérieur et de là, par le biais du pédoncule cérébelleux moyen, et de là, donc, ils vont se terminer sur
le cortex du néocervelé. Et là aussi, donc plus exactement, selon le schéma, le modèle de base qu'on a établi tout à fait au début de ce chapitre, donc sur la couche intermédiaire, donc la couche des cellules de Purkinje du néocervelé. Alors à partir de là, donc, les axones des cellules de Purkinje vont se terminer et se diriger vers le noyau dentelé, et donc se terminer en faisant synapse avec les neurones des noyaux dentelés. Et de là, les axones de ces noyaux dentelés vont quitter le cervelet, représentant donc les efférences du néocervelé. Et de là, on a décrit, ces efférences vont décrire deux boucles différentes. La première boucle, c'est la grande boucle, donc c'est la boucle qui régule les mouvements volontaires globaux, donc les mouvements qu'on fait avec nos quatre membres, donc de déplacement d'objets ou de déplacement du corps. Et là, donc, c'est selon cette première boucle, les efférences donc du cervelet, c'est-à-dire les axones des cellules des noyaux dentelés, vont donc rejoindre ou retourner au cerveau, soit directement ou de façon indirecte après un relais sur le noyau rouge contralatéral. Et de toutes les façons, à la fin, elles vont se terminer, donc, soit directement, donc, elles vont se terminer sur les noyaux moteurs du thalamus, ou bien après un relais sur le noyau rouge, et donc les axones des neurones du noyau rouge vont se terminer par la suite sur les neurones des noyaux moteurs du thalamus. Et de là, les neurones de ces noyaux moteurs du thalamus vont donc se terminer sur les petites cellules, donc en faisant synapse avec les petites cellules de la couche de la frontale ascendante, donc de l'aire motrice de Brodmann, de l'aire 4 de Brodmann. Et de là, les axones de ces petites cellules pyramidales vont descendre mêlés aux axones des grandes cellules pyramidales, formant donc le faisceau pyramidal qui va passer par la capsule interne, et par la suite, les axones de ces petites cellules pyramidales vont quitter donc la capsule, le faisceau pyramidal, et vont rejoindre les noyaux réticulaires du tronc cérébral, et plus exactement les noyaux réticulaires inhibiteurs du bulbe, c'est-à-dire la partie inférieure de ce système réticulaire. Rappelez-vous ce qu'on a vu lors du cours sur la formation réticulée. Et ceci donc va former la voie cortico-réticulospinale, puisque à partir de ces noyaux réticulaires inhibiteurs du bulbe, on va avoir un faisceau descendant dans la moelle épinière. C'est le faisceau réticulospinal qui va se terminer là aussi en rejoignant les voies extrapyramidales, et donc la voie motrice finale commune, en se terminant donc au niveau des motoneurones alpha, au niveau de chaque segment de la moelle épinière, pour moduler l'activité donc de ce motoneurone alpha. Alors la deuxième boucle, c'est la boucle de régulation des activités musculaires cervico-faciales. Et donc c'est cette boucle qui va permettre ou qui va réguler les mouvements volontaires qu'on effectue avec l'extrémité cervico-faciale, à savoir les mouvements de la tête, les mouvements qu'on fait avec les muscles de la face, donc l'acte de siffler, de souffler, de parler, de regarder, de déplacer le regard, etc. Et cette boucle, elle commence donc au niveau des efférences, c'est-à-dire des axones des cellules du noyau dentelé, qui vont quitter le cervelet toujours par le pédoncule cérébelleux moyen, et qui vont se terminer sur le noyau rouge contralatéral. Et de là, on va avoir donc des axones qui vont se terminer sur l'olive bulbaire, toujours homolatéral au noyau rouge, au noyau rouge concerné. Et par la suite, de l'olive bulbaire, on va avoir un retour vers le cervelet, selon donc un triangle. Cette voie décrit, ou cette boucle décrit un triangle qui est connu sous le nom de triangle de Guillain-Mollary, qui va donc régir ou réguler cette activité des muscles de l'extrémité cervico-faciale. Alors, au niveau de cette section, on va parler des applications en pathologie,
Et j'ai jugé utile de vous faire le lien entre ce que vous avez eu en sémiologie neurologique concernant le syndrome ou la sémiologie du syndrome cérébelleux et les notions de physiologie qu'on vient de voir avec les systématisations ou la systématisation des différentes subdivisions du cervelet. Alors on commence avec la physiopathologie de l'archéocervelet. Lorsqu'il y a une lésion de l'archéocervelet, par quoi elle va se manifester. Alors, quels sont les troubles qu'on va avoir? Alors, juste pour rappel, l'archéocervelet est connecté aux structures vestibulaires et il a pour rôle majeur donc le maintien de l'équilibre et la régulation de l'équilibre. Et donc, lorsqu'il y a une lésion de l'archéocervelet, on va avoir parmi les symptômes ou les signes d'examen qu'on va retrouver. D'abord, on va retrouver des oscillations à la station debout. Alors, rappelez-vous, lors de l'examen neurologique, quand vous demandez aux patients de se mettre debout, donc on va examiner la station debout. D'abord les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Bon, déjà, les yeux ouverts, le patient présente des oscillations avec une tendance à la chute. Soit on appelle ça, c'est ce que vous avez vu en sémiologie, soit on va avoir des latéropulsions, c'est-à-dire que le patient va osciller de part et d'autre, donc à gauche ou à droite, ou bien des antépulsions, des rétropulsions, donc dans le sens antéro-postérieur ou bien dans le sens latéral. Et ceci montre les difficultés de maintenir l'équilibre à la station debout. Alors cette instabilité est aggravée par la position des pieds rapprochés, c'est-à-dire lors de la marche en tandem qui est impossible. Donc c'est-à-dire que chez certains patients, vous n'arrivez pas exactement à bien voir ces oscillations, et bien on va déstabiliser le patient et pour provoquer donc cette instabilité et l'apparition de ces oscillations. Donc on peut demander au patient d'essayer de se mettre debout sur un seul pied. Donc là, un patient cérébelleux va être incapable de le faire. Ou bien on va lui demander de marcher sur une ligne droite en faisant donc un pas après l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle une marche en tandem. Et le patient cérébelleux va être incapable de réaliser cette marche. Le deuxième aspect qui reflète une lésion de l'archéocervelet, c'est les troubles de la marche. Donc après la station debout, vous demandez à votre patient de marcher sur une ligne droite et la marche du cérébelleux est une marche qui est irrégulière avec les jambes et les bras écartés, comme ce que font les équilibristes. Elle était brieuse, elle rappelle typiquement la marche d'un ivrogne et se fait en zigzag. Donc le patient est incapable de suivre une ligne droite et encore plus de marcher, de faire donc cette marche en tandem, c'est-à-dire un pas devant l'autre. Il va être incapable de le faire. Et puis, là aussi, un autre signe qu'on peut retrouver lors de la station debout, donc lorsque le patient est en position debout, il y a des essais de correction incessants de l'équilibre par des contractions des muscles antérieurs de la jambe. C'est ce qu'on appelle le signe de la danse des tendons. Et ce signe, vous pouvez le voir soit quand le syndrome cérébelleux est très évident, même lorsque le patient est debout sur ses deux pieds, ou bien vous pouvez le provoquer en demandant au patient de se mettre sur un seul pied s'il peut. Bien sûr, je rappelle juste que lors de l'examen, lors de la réalisation de ces manœuvres, vous devez rester tout près du patient pour éviter qu'il tombe et qu'il se blesse. Et donc, vous devez rester vigilant et tout près de lui pour le rassurer. Et bien sûr, il faut lui expliquer ce que vous attendez de lui, il ne faut pas le brusquer, il faut lui expliquer la consigne correctement et lui demander de façon claire ce que vous attendez de lui pour vérifier le signe que vous cherchez. Alors, dans les lésions du paléocervelet ou spinocervelet, parmi les symptômes qu'on peut retrouver, c'est l'hypotonie d'origine cérébelleuse et la perte des réflexes normaux de la posture. Alors, on commence avec l'hypotonie cérébelleuse qu'on peut mettre en évidence par de deux façons.
D'abord par les réflexes pendulaires, donc c'est-à-dire que quand on va chercher les réflexes, explorer les réflexes tendineux, par exemple au niveau du tendon rotulien, lorsqu'on met le patient en position assise, les jambes à l'extérieur, pendues à l'extérieur du lit, euh, quand on recherche quand on étudie le réflexe rotulien, normalement, à la percussion, on va avoir un seul mouvement ou une ébauche d'extension de la jambe sur la cuisse. En cas de réflexe pendulaire et en cas d'atteinte du paléocervelet, on va avoir donc cette réponse qui va se répéter plusieurs fois comme une pendule, traduisant donc l'hypotonie d'origine cérébelleuse. Le deuxième moyen de mettre en évidence cette hypotonie cérébelleuse, c'est la recherche de ce qu'on appelle le signe ou la manœuvre de Stewart-Holmes. Alors, en quoi ça consiste? Donc, le patient va se mettre près l'examinateur va se mettre près du patient en posant donc son bras ou sa main sur l'épaule du patient et on va demander, il faut bien sûr tout expliquer au patient, il faut lui expliquer ce que vous allez faire et ce que vous attendez de lui. Et donc, on va lui expliquer qu'on va faire une flexion contre-résistance au niveau du biceps. Donc, le patient doit fléchir son biceps contre-résistance. Et puis, vous allez lui dire que vous allez lâcher son poignet brutalement. Et lui, il doit arrêter la flexion et bloquer donc son poignet. Alors, en cas d'hypotonie cérébelleuse et en cas de manœuvre de Stewart-Holmes positive, le patient va voir son poignet venir heurter sa poitrine ou son épaule ou même son visage, traduisant donc cette hypotonie cérébelleuse. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Stewart-Holmes. Euh, et puis, toujours dans la physiopathologie du paléocervelet, donc l'autre signe qu'on peut retrouver, c'est la perte des réflexes normaux de la posture. C'est-à-dire que normalement, comme le paléocervelet est le support de la posture, donc le support du tonus postural, donc c'est lui qui nous donne la posture dans laquelle on doit se mettre pour effectuer tel ou tel mouvement. En cas de lésion de ce paléocervelet, on va avoir donc une altération du tonus de posture et donc ça se traduit ou ça se recherche en mettant le patient dans certaines positions, par exemple en position accroupie, normalement chez un sujet normal, en position accroupie, on a un décollement des talons. Donc lorsqu'on se met en position accroupie, automatiquement on décolle les talons et ça c'est le cervelet qui agit, qui induit cette attitude pour préserver l'équilibre du patient et donc il adopte une nouvelle répartition du tonus postural pour éviter la chute. Donc si on garde les pieds au sol, le point de gravité de notre corps va se trouver balancé en avant et donc si on ne décolle pas les talons, le patient va chuter, va tomber en avant. Et là, donc, le fait de relever, de redresser ou de décoller les talons du sol permet de rééquilibrer, de redistribuer le tonus du corps pour maintenir l'équilibre. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça, à essayer de vous mettre en position accroupie et vous allez voir qu'automatiquement, vous avez un décollement des talons et que si vous essayez de résister à ça, si vous ne décollez pas vos talons, vous allez chuter vers l'arrière ou bien vers l'avant. Donc, c'est un moyen qu'adopte le paléocervelet pour maintenir l'équilibre et éviter les chutes. Maintenant, pour la physiopathologie du néocervelet, néocervelet, ça veut dire les hémisphères cérébelleux avec comme noyau profond le noyau dentelé ou denté. On a vu que sur le plan des connexions fonctionnelles, le néocervelet est connecté au cerveau et aussi à la moelle épinière, et et aussi au tronc cérébral. Et
Donc, il a pour fonction donc l'organisation temporo-spatiale du mouvement. Et donc, les lésions du néocervelet vont se traduire par des troubles de l'organisation du mouvement dans l'espace. C'est ce qu'on appelle l'organisation ou les troubles de l'organisation spatiale du mouvement, mais aussi à des troubles de l'organisation temporelle du mouvement, c'est-à-dire cette succession dans le temps des différentes séquences nécessaires à la réalisation d'un acte moteur donné. Alors, comment va-t-on rechercher cette désorganisation spatiale du mouvement? Alors, on la recherche par les manœuvres doigt, nez, talon, genou. Et donc, le signe qu'on recherche, c'est la dysmétrie avec ou sans hypermétrie. Alors, comment ça se recherche? On va demander au patient de porter successivement au membre supérieur. On va demander au patient de porter successivement son index, le bout de son index, de le porter sur le nez. Au niveau des membres inférieurs, on va lui demander de porter son talon sur son genou, le talon d'un pied d'un côté sur le genou de l'autre côté et il doit changer, donc il doit inverser pour tester l'autre membre. Alors, quand est-ce qu'on parlera d'une dysmétrie et d'une hypermétrie? Alors, on peut avoir uniquement une dysmétrie, comme on peut avoir une dysmétrie avec hypermétrie. Alors, la dysmétrie, c'est quoi? La dysmétrie, c'est un freinage du mouvement avant d'atteindre le but. C'est-à-dire que lorsque le patient va porter son index au nez, il va arrêter le mouvement avant de toucher le bout de son nez. C'est ce qu'on appelle la dysmétrie. Et il va hésiter un petit peu avant de toucher le bout de son nez. Donc on a cette hésitation en fin de mouvement qui traduit ce qu'on appelle la dysmétrie. Alors quand est-ce qu'on parlera d'hypermétrie? Quand ce mouvement va dépasser son but, c'est-à-dire que le patient, au lieu de toucher le bout de son nez avec le bout de son index, il va toucher donc une autre partie du visage, le front donc la face. Et là, on parle à ce moment-là d'une hypermétrie. Et pareil au membre inférieur lors de l'épreuve talon-genou. En cas de dysmétrie, là aussi on va constater une freination et une hésitation en fin de mouvement. Donc avant que le talon d'un pied touche le genou de l'autre côté, il va hésiter un petit peu avant de le toucher. Là aussi pour l'hypermétrie, donc le patient va dépasser, au lieu de toucher le genou, il va toucher une zone loin, une zone à côté, et donc on parlera à ce moment-là d'hypermétrie. Et bien sûr, il y a aussi la façon avec laquelle le mouvement est effectué ou la manœuvre est effectuée, que ce soit pour la manœuvre talon-genou ou bien la manœuvre doigt-nez. Le mouvement est fait de façon irrégulière et désorganisée. Ce n'est pas la réalisation normale qu'on voit chez le sujet normal. Alors le deuxième signe d'examen qu'on retrouve et qui témoigne d'une atteinte du néocervelet avec une désorganisation spatiale, qui témoigne de cette désorganisation spatiale du mouvement, c'est ce qu'on appelle la synergie. C'est-à-dire que le patient, alors on la recherche chez le patient en décubitus dorsal, et on va lui demander de passer de la position couchée à la position assise sans fléchir ses membres inférieurs. Donc, la synergie, quand elle est là, va se traduire par un passage de cette position couchée à la position assise avec une flexion des genoux et une flexion des cuisses sur le tronc, traduisant donc une décomposition du mouvement et une mauvaise répartition du tonus sur les muscles antigravitaires. Alors la désorganisation temporelle maintenant, comment doit-on la chercher? Quels sont les signes qui traduisent cette désorganisation temporelle et donc une lésion du néocervelet? C'est d'abord la dyschronométrie. Alors dans dyschronométrie, on a chrono, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire la rythmicité. Alors le patient perd toute rythmicité et elle se traduit par un retard à la mise en route et à l'arrêt du mouvement. Donc on va demander au patient à ce moment-là de taper sur le bord du lit en lui montrant je le
Je le limite maintenant. Euh, donc, on lui demande de taper selon ce rythme-là et sur le bord du lit ou bien sur une main, sur l'autre main. Avec une main, il va taper sur l'autre main et on va écouter le rythme qu'il donne avec donc cette méthode. Alors le cérébelleux va avoir un rythme irrégulier avec un retard à la mise en route, au démarrage et à l'arrêt du mouvement. Donc vous allez avoir, d'accord, donc une dysrythmie, dyschronométrie, donc c'est-à-dire que le rythme est irrégulier lors de cette manœuvre. Un autre signe d'examen qu'on peut rechercher toujours dans l'exploration du néocervelé, c'est la diadococinésie. Alors la diadococinésie, on la recherche par la manœuvre ou l'épreuve des marionnettes. C'est-à-dire qu'on va demander au patient de faire cette épreuve de marionnette et là je vous renvoie au cours de sémiologie neurologique ou bien vous pouvez chercher ces signes ou c'est des vidéos sur YouTube. Il y en a sur YouTube. Je peux vous mettre un lien par la suite où je peux vous envoyer des vidéos du cours de sémiologie neurologique que j'ai pour vous faciliter un peu, pour vous rafraîchir la mémoire sur ces signes d'examen et sur cette sémiologie. Donc la manœuvre ou l'épreuve des marionnettes va être difficile à réaliser chez le patient cérébelleux à cause donc de cette désynchronisation, de cette désorganisation temporelle et spatiale de l'organisation du mouvement. Et enfin, un dernier signe témoin de lésions du néocervelé et qui témoigne aussi d'une désorganisation temporelle du mouvement, c'est le tremblement. Alors, la particularité du tremblement dans le syndrome cérébelleux ou chez le cérébelleux, c'est un tremblement intentionnel d'action et d'attitude. C'est-à-dire qu'il va être majoré ou exagéré lorsque le patient a l'intention d'effectuer un mouvement, c'est-à-dire par exemple quand vous allez lui demander de tendre les bras pour tester ou pour évaluer l'épreuve du barré par exemple au membre supérieur, déjà à l'intention de faire cette manœuvre de barré, il va avoir le tremblement. Le tremblement. C'est un tremblement aussi d'action, c'est-à-dire que, par exemple, et c'est là où le syndrome cérébelleux devient très handicapant et il peut même entraver la vie du patient. C'est des patients qui, avec les tâches de la vie courante, de la vie quotidienne, par exemple lorsqu'ils vont ramener quelque chose à leur bouche, manger ou boire ou manipuler des objets, etc. Ce tremblement d'action va apparaître et va parasiter le mouvement et peut le rendre carrément impossible. Et c'est un tremblement d'attitude, c'est-à-dire que quand vous réalisez l'épreuve de barré, par exemple, je donne l'exemple toujours des membres supérieurs, mais c'est possible aussi avec les membres inférieurs. Donc, quand vous allez réaliser l'épreuve du barré, alors dans l'épreuve ou la manœuvre de barré, on demande au patient de tendre les bras devant lui et de les laisser tendus comme ça pendant un moment. Alors, lorsque le patient va maintenir cette position, le tremblement va se majorer et va devenir évident. Et donc, c'est un tremblement intentionnel d'action et d'attitude, qui est majoré par les émotions, que ce soit par la tristesse ou bien par la joie. Ce tremblement va être exagéré et chose qui est cardinale et que vous devez garder en tête à l'infini, c'est que c'est un tremblement qui va disparaître au repos. C'est un tremblement d'action et d'attitude et c'est pas un tremblement de repos à l'opposé au contraire du tremblement parkinsonien qui lui c'est un tremblement de repos et pas d'action. Alors pour conclure ce chapitre, on a vu que le cervelet comporte trois subdivisions.
l'archéocervelé, le paléocervelé et le néocervelé, archéocervelé ou vestibulocervelé, paléocervelé ou spinocervelé et néocervelé. Les fibres à destinée cérébelleuse décrivent pour chaque système et pour chaque division une boucle particulière qui fait retour au névrax et qui est donc en connexion, qui montre les connexions de chaque subdivision. Il existe ainsi une boucle de régulation cérébelleuse archéomotrice pour l'archéocervelé, paléomotrice et néomotrice. Ces boucles assurent la régulation temporospatiale du mouvement, c'est-à-dire la programmation somatotopique et chronologique du recrutement des muscles nécessaires au mouvement. Et cette notion, nous allons y revenir plus tard lorsqu'on abordera le dernier chapitre sur l'organisation de l'acte moteur ou la physiologie de la motricité volontaire. Ces différentes boucles vont réguler aussi le tonus postural et le maintien de l'équilibre. Donc, chaque subdivision va s'occuper d'une partie du mouvement. En fait, je vais le redire encore plusieurs fois. Chaque acte moteur, il faut le comprendre comme ça. À chaque fois, chaque acte moteur comporte 3 composantes. L'acte moteur en lui-même avec les différentes séquences qui le composent et qui permettent de le réaliser avec la précision qu'il faut. La posture, la posture dans laquelle est réalisé ce mouvement. Rappelez-vous, par exemple, l'acte de ramasser un objet par terre qui nécessite donc de passer à la position accroupie ou de se courber pour atteindre l'objet, pour se rapprocher de l'objet. Et enfin, le maintien de l'équilibre. Nous réalisons nos actes moteurs, Dieu merci, avec maintien de l'équilibre. Et ces 3 composantes sont toutes régulées par le cervelet, par les différentes subdivisions du cervelet. On voit donc que le cervelet est un organe régulateur de la fonction motrice qui va intégrer et traiter les informations qui lui parviennent, soit de la moelle, soit du tronc cérébral, soit du cerveau, pour pouvoir réaliser ou effectuer ces différentes tâches.